Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en direct du Paris Radio Show à la Bellevilloise. Vous écoutez le podcast Agent Double et aujourd'hui on a la chance d'être au cœur de l'événement pour une émission spéciale. Et ce podcast ne serait pas le même sans mon acolyte, mon associé Pascal Wakim. Salut Pascal. Il serait mieux. Non, enfin. On est super heureux de vous accueillir ici et au milieu des pros de la radio évidemment, de la musique. Si vous ne connaissez pas encore Agent Double, c'est le podcast où on part à la rencontre des agents artistiques et sportifs pour savoir comment ils créent le succès des autres. Exactement, et aujourd'hui on vous propose un échange passionnant avec un invité qui connaît la musique mieux que personne, Jean-Michel Canitro. Merci, Bonjour, c'est trop d'honneur. Jean-Michel. Merci, c'est trop Bienvenue à d'honneur. toi Jean-Michel. Bienvenue Jean-Michel. Merci. Ça va, tout va bien ? Ouais, super. Bon. Très content d'être là. Jean-Michel est un habitué de la radio C'est quand vrai, même. c'est vrai. Hein ? Le micro ne lui fait pas peur. Non. D'ailleurs, J'adore ça. On va te demander, est-ce que tu peux te présenter en une petite minute pour les gens qui nous écoutent ? Donc en une petite minute, je suis... Bonjour à tous et à toutes. Je suis attaché de presse depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé en fait dans les années 80. Donc j'ai eu la chance de travailler dans différentes maisons de disques. Ouais. Et il y a à peu près 20 ans, j'ai lancé ma société en indépendant, qui s'appelle Canitro & Co. Et je continue à faire ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire assurer la promotion des artistes, des jeunes talents, On va en parler. Et continuer à entretenir ce lien privilégié que j'ai avec la radio et les gens de radio, et aussi parce qu'il m'est arrivé aussi de faire de la radio. Donc pour moi, c'est le média de prédilection. Bah justement, c'est notre première question parce que, voilà. En fait, on a eu du mal, on ne savait pas par où commencer. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, mais on s'est quand même rendu compte que ton amour, c'était la radio. Oui. C'est quoi ton rapport au micro ? Alors, mon amour d'abord, c'est la musique. Ouais. Donc, à travers la radio. Voilà, à travers la radio, parce que la radio pour moi c'est un vecteur de transmission de la musique. Bon, ouais. Après, ça transmet d'autres choses, si on aime l'information ou d'autres choses. Mais pour moi, en priorité, c'est la musique. C'est ma première passion. Et effectivement, pour moi, la façon de pouvoir transmettre cette passion, c'est à la fois dans la défense des artistes que j'ai en promotion, et puis aussi quand j'ai fait de la radio, d'arriver à construire des émissions dans lesquelles je propose mes choix et mes coups de cœur. Alors avant de faire de la radio, tu as commencé ta carrière en tant que chanteur. Non. Tu disais pas que ton rêve était de passer à la télé ? Non. On a des mauvaises sources. Mauvaises infos. Qu'est-ce qui se passe ? Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que tu as été DJ et disquaire. Tout à fait. Ah, voilà, et que tu as une grande collection de vinyles. Tu es un collectionneur de vinyles. Oui, absolument. D'accord. Voilà. Quel est le premier vinyle que tu as acheté, tu t'en rappelles ? Tu te souviens ? Bien sûr. Ouais. Alors, je vais répondre d'abord à Pascal. Donc, je ne sais pas où tu as trouvé cette info. Comme quoi, j'ai rêvé d'être chanteur. Google se trompe complètement. Google, je pense qu'il se trompe, oui, tout à fait. À moins que tu... Il n'y a pas Google. On a recoupé des sources, mais bizarrement, on n'a pas trouvé. Non. Heureusement, j'ai jamais essayé de chanter parce que je pense que ça aurait été catastrophique. Et puis, j'ai essayé de faire de la musique, mais j'y suis pas vraiment arrivé. C'était pas très probant. Pour moi, le solfège, c'était quelque chose de très, très rébarbatif. Ouais. Donc, pour moi, la façon de faire de la musique, la meilleure façon pour moi, c'était de passer des disques. Premièrement, dans des discothèques et ensuite à la radio. Et comme je voulais vraiment travailler dans le monde de la musique, mon premier job, ça a été en tant que, on le dit toujours, j'espère, disquaire. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, le premier disque que j'ai acheté, Ouais, le premier vinyle. Premier vinyle, bien sûr. Sur le vinyle. Ah oui, forcément, c'était un vinyle parce que c'est tellement culte. Premier album, alors j'ai commencé très très fort. J'étais ado. Et donc, pour moi, le choc que j'ai eu, c'était le rock, dès le départ. Il faut dire que j'ai été bercé dans mon enfance par ce qu'écoutait mon papa. Donc, lui, il écoutait les Beatles, il écoutait Pink Floyd, etc.
Moi, le premier vrai album que j'ai acheté, c'est un monument du rock, c'est l'album Machine Head de Deep Purple, sur lequel il y a Smoke on the Water. Ouais, voilà. Oh, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd, mais il n'y avait pas que Smoke on the Water. L'album en entier était juste monumental. Puis après, évidemment, j'ai acheté d'autres vinyles, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on achetait je ne vais pas parler comme un vieux con, mais quand on achetait des disques, on avait vraiment l'impression, quand on allait dans un magasin pour acheter, à la Fnac ou ailleurs, pour acheter des disques, quand on revenait chez soi, on avait l'impression d'avoir acheté un véritable trésor. Maintenant, c'est un objet, quoi. Voilà. Il y avait des trucs à lire. C'est ça, et puis voilà, on découvrait. Un travail artistique sur la pochette. C'est ça, on rentrait dans l'univers d'un artiste parce qu'on écoutait le disque du début jusqu'à la fin. Voilà, il y avait ça aussi. Voilà, maintenant. Non compressé. Voilà, on non entendait bien compressé. tous les instruments. C'est ça, absolument, en stéréo. Et puis maintenant, on a peut-être un autre rapport avec la musique qui est peut-être tout aussi intéressant, mais qui est peut-être pas forcément le même. C'est-à-dire que on découvre la musique, on l'écoute à la radio évidemment, mais on l'écoute aussi sur les plateformes, sur les Deezer ou Spotify. Que tu portes dans ton cœur ou pas trop ? J'ai pas d'opinion là-dessus. Je trouve que c'est pratique d'un point de vue personnel parce qu'on se fait ses playlists. Ouais. Et puis on découvre une foule d'entités incroyables. Alors du coup, on devient aussi un peu... on emmagasine des titres. Ouais. Voilà. Et puis en fait... on va moins dans l'univers d'un voilà, artiste en particulier. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Oui, j'ai un compte Spotify, j'ai mes playlists. Maintenant, ce qui manque par rapport à la radio, c'est la proximité. Donc je pense que les plateformes de stream ne remplaceront jamais cette relation unique qu'on peut avoir avec la radio, avec quelqu'un qui vient vous raconter, qui vient vous porter dans des choix musicaux. Et alors justement, comment tu rentres en radio ? Tu arrives et au début, tu as commencé en étant animateur sur des... donc on avait noté que tu étais animateur sur Skyrock à un moment donné. Tout à fait. Tu animais Skyrock Connection, toujours avec le rock. Absolument. Le rock californien en particulier, tous les week-ends. Oui, tout à fait. Mes sources sont bonnes, tout va bien. Tes sources sont bonnes. Là, elles sont très bonnes. Bravo, Pascal. Et là, c'était l'âge d'or de la radio pour toi à cette époque ? Oui, alors il a commencé un petit peu avant parce qu'en fait, j'ai eu le privilège, parce que tu disais comment on rentre en radio. Alors, c'était une époque bénie, c'était le début des années 80, donc c'était... voilà, les radios libres. C'était aussi une époque bénie dans le sens où... c'était pratiquement le plein emploi dans beaucoup de domaines. Moi, quand j'ai travaillé en maison de disques, ça s'est fait assez facilement. Quand j'ai travaillé en discothèque aussi. Et quand j'ai travaillé en radio, suffisait presque de toquer à la porte d'une radio, d'envoyer une cassette et de dire j'ai envie de faire de la radio. Et on te disait oui, on va vous faire un test. Et puis la plupart du temps, le test était validé, c'était concluant. Donc j'ai travaillé, comme tu le disais, à Skyrock, mais ma première grande aventure radio, puisqu'il y a eu quelques radios libres avant, des petits essais, mais première grande aventure pour moi, ça a été RFM. RFM, ouais. Voilà, RFM, à la grande époque d'RFM, c'est-à-dire le lancement de cette radio mythique. Et c'était la radio qu'on appelait à l'époque RFM, la radio couleur, parce que c'était une radio qui, dans son format, puisqu'on emploie ce terme maintenant, mais aussi dans son esprit et dans sa musique, transporter les auditeurs dans un son californien, West Coast, rock, classique rock. Et c'est tout ce que j'ai aimé, quoi. Vraiment. Et après, j'ai prolongé ça sur Skyrock, dans l'émission Skyrock Connection, effectivement. Et tu décides finalement de lâcher le micro par manque de liberté, tu dis, dans une interview. Parce qu'en fait, on ne te laissait plus trop la possibilité de choisir les titres que tu passais à l'antenne. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Oui, c'est vrai qu'au début... alors, les débuts de la radio, ça a donné... des vocations pour des gens. Ça a aussi permis de s'exprimer en toute liberté. Alors, il y avait des radios à l'époque assez intéressantes et très référentes dans l'esprit liberté d'expression comme Carbone 14, voilà, qui était une radio un petit peu provoque, même très provoque. Mais
il y a eu aussi effectivement un peu n'importe quoi dans les radios, puisque c'était des radios libres. La vraie radio, première radio professionnelle sur laquelle j'ai travaillé, c'est RFM, parce qu'on nous a donné dès le départ des codes et des façons de travailler qui sont encore en place maintenant. Mais quand tu vois le Skyrock aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec l'époque où toi tu y étais. Voilà, alors effectivement ça n'a aucun rapport. Alors c'est vraiment même j'ai envie de dire à l'opposé. C'est à l'opposé. En termes de programmation. C'est à l'opposé, effectivement. D'ailleurs, c'est surprenant que cette radio s'appelle Skyrock alors qu'elle ne passe plus de rock. Ouais. Mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Depuis trop longtemps. Mais bon, voilà. Ça c'est le choix de la direction de Skyrock avec lesquels, d'ailleurs, je garde toujours des bons souvenirs de mon passage chez eux et de bons rapports. Mais voilà, à un moment, nos chemins se sont séparés. C'est pas moi qui ai décidé de partir. C'est une décision qui a été, on va dire, de la direction, de changer le format de Skyrock, qui au début était une radio musicale, tout genre confondu, mais avec une dominante rock, puisque au départ, c'était une radio qui était née sur les bases de cette radio parisienne qui s'appelait La Voix du Lézard. Après, c'est devenu Skyrock. Et donc, pendant ces quelques années du début de Skyrock, la super radio, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, avec des jingles et des bandes annonces incroyables. Donc, cette radio est devenue à un moment Skyrock, plus de tubes et moins de pubs. Ce qui fait qu'en fait, on devait, à n'importe quel moment où on se branchait sur Skyrock, on devait entendre que des tubes. D'accord. Donc du coup, exit toutes les émissions thématiques, qu'elles parlent par exemple de cinéma ou d'autres choses, et aussi la mienne, puisque je passais des tubes, mais je passais pratiquement que du rock. Donc voilà, donc du coup j'ai dû partir, et ça c'était la période de transition avant que Skyrock devienne la radio du rap. Okay. Voilà. Okay. Donc du coup, je suis parti de Skyrock, et puis après j'ai fait d'autres aventures donc, avec d'autres radios. Donc tu as continué à travailler en radio, mais après tu es devenu attaché de presse, avec une spécialité pour la radio. C'est ça, c'est ça. Et ensuite tu as aussi touché à la direction des services de promotion pour des grandes majors, donc tu as travaillé avec un petit peu tout le monde, Virgin, Sony, Universal. Oui. Et en fait c'était quelle année situe-nous un petit peu, parce que sur ton site, on a lu que tu étais amené à défendre des artistes. Alors, je vais dire un petit peu c'est qui les artistes. Donc, on parle quand même de U2, on parle de Michael Jackson, Nirvana, Aerosmith, Genesis. Et c'est vrai que quand on l'a lu sur ton site, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire défendre ? Faut nous éclairer. Défendre Michael Jackson, défendre U2. Oui. On n'a pas très bien compris là. Quoi dans les faits, quoi. Ils sont pas indéfendables. Non, mais... déjà. Non, mais j'imagine que quand tu arrives avec un titre d'un de ces artistes-là en radio, personne va te dire moi je sais pas, je vais réfléchir. Ils le prennent tout de suite. Bien sûr. Oui, ils le prennent tout de suite. Dans quel sens tu peux les défendre, puisque par définition ils ont l'air. Disons que pour peut-être être un petit peu plus juste, on les représente. Ouais. Voilà. D'accord. Mais pour situer dans le temps, alors c'est vrai que les deux carrières que j'ai s'entremêlent et quelque part se chevauchent, parce que j'ai eu ce privilège de travailler pratiquement en simultané, du moins au début de ma carrière, en radio et en maison de disques. Donc j'ai commencé chez Virgin France, pas la radio, Virgin Records France, en 1981. Et j'ai commencé aussi à travailler en parallèle, la même année, dans quelques radios libres, puis ensuite à RFM. Et après, vous avez suivi mon cursus vers Skyrock et d'autres radios. Ça ne m'a pas posé de problème éthique de travailler en radio et à la fois d'être attaché de presse pour amener des nouveautés en radio, parce que je faisais vraiment le distinguo des deux. C'est-à-dire que quand je suis en radio, je ne passe pas les artistes dont je m'occupe. En tout cas, je ne les mets pas plus en avant que les autres. Et quand je suis dans une maison de disques, je ne fais pas de favoritisme par rapport à la radio dans laquelle j'officie. Voilà. Et je pense que ça a été très très bien compris et perçu par les gens qui ont su que je faisais la part des choses. Et peut-être ça m'a aussi un peu avantagé, parce que quand je vais voir les gens de radio, comme j'ai fait de la radio, ils ont ce sentiment que je comprends
peut-être plus que certains Une autres, forme de légitimité aussi. leurs Bien problématiques, sûr. voilà, leurs contraintes ou leur format. C'est sûr que je ne vais pas parler d'un artiste dance music à WeFM par exemple, Ouais, tu vois. c'est bizarre. Enfin, c'est une évidence. Et tu as été amené à rencontrer ces artistes-là, parfois? Oui, tout à fait. Comme Donc qui voilà, alors écoute, ce que vous avez vu sur mon site, c'est pas ce qu'on appelle du name dropping. On ne dit pas, ouais, j'ai travaillé avec un tel, et puis en fait, c'est pas vrai. Je les ai rencontrés, j'ai travaillé à un moment sur ces artistes-là. Donc effectivement, moi, au début de ma carrière, j'ai eu la chance de voir l'émergence d'artistes français comme Étienne Dao, comme Rita Mitsuko, avec lesquels j'ai travaillé. Donc forcément, je les ai côtoyés. Ensuite, se sont adjoints et sont arrivés dans le label où j'étais, Virgin, des grands artistes comme Julien Clerc, comme Renaud, comme Téléphone, comme Alain Souchon. Donc forcément, ces gens-là, à un moment, tu les vois, Bien tu sûr. les accompagnes, Ouais. tu les emmènes en interview ou tu vas les voir en concert. Ensuite, quand j'ai été chez CBS, Sony Music maintenant, c'était pareil. J'ai travaillé avec Jean-Jacques Goldman, que j'ai rencontré, que j'ai côtoyé. C'était sur l'album Entre gris clair et gris foncé en particulier. J'ai travaillé avec Shadé, avec George Michael. Alors eux, je les ai jamais vus, parce qu'il ne faut pas non plus... Ouais, donc les gros internationaux, tu n'avais pas forcément Non, ils moyen venaient, de ils les venaient voir. pas, ils venaient pas à Paris. Ils venaient pas Voilà, à Paris. on nous confiait la promotion de le seul gros artiste avec lequel international avec lequel j'ai travaillé et j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est Michael Jackson. Mais encore une fois, c'était une rencontre assez fortuite Ouais. à l'occasion d'un concert mémorable à Parc des Princes. Milan. Ah, Non, Milan. à Milan. C'était avant, c'était le Bad Tour, c'était avant qu'il vienne en France. D'accord. On avait, à l'époque, il y avait beaucoup d'argent dans les maisons de disques et on avait emmené carrément le tout Paris radio, télé, presse à Milan pour le premier concert du Bad Tour en Et Italie. tu l'as rencontré dans quel contexte? C'était une partie après le concert. Ouais. Voilà, il nous a fait un petit signe, comme ça, très très classe, très discret. Bonjour, et presque au revoir, il est reparti. Tu vois. C'était furtif. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi eu la chance de travailler avec U2, Ouais. que eux j'ai rencontré. C'était sur l'album Artung Baby et sur la tournée Zoo TV. J'ai aussi rencontré les gens d'Aerosmith, parce que je les ai accompagnés sur de la promo quand ils sont venus à Paris. Ouais. Bon, Nirvana, j'ai bossé avec eux, mais je ne les ai pas vus, puisque Kurt avait déjà quitté ce monde. Et puis Guns N' Roses, je ne les ai pas vus, mais par contre, j'ai accompagné, quand il est venu en France, en solo, Slash, le guitariste de Guns N' D'accord. Roses. Qui a toujours son chapeau et son style Et il avait un serpent. inimitable. Je me rappelle d'une visite, on l'avait emmené, on l'avait amené à Disneyland Paris Ouais, Avec son serpent. avec son serpent. Waouh. Ça faisait un drôle d'effet. c'est fou. Et le serpent faisait des attractions avec lui. Non, il était dans un restaurant. Il faisait pas les attractions. D'accord. Il mange un hot dog. Et donc en 98, tu décides de te mettre en indépendant C'est ça, et tu fondes Canitro & Canitro Co. & Co. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer en indépendant? C'est quoi le déclic, le Alors, point de départ? ce qui m'a poussé, c'est un peu. Ça a commencé par un coup de pied au cul, c'est-à-dire que j'étais chez Universal. Justement, le label dont j'avais la responsabilité au niveau de la promo, de la promotion, c'était MCA et Geffen. Il y a eu déjà des regroupements dans les maisons de disques, des fusions. Et MCA Geffen a fusionné à l'époque avec ce qui s'appelait Polygram. Donc c'est devenu Universal, un grand groupe. Ouais. Et puis il y avait trop de monde dans l'équipe. Et on nous a dit, il y a un plan social, vous allez pouvoir soit rester, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même poste, ou alors vous partez et vous prenez un chèque. J'ai pris le chèque. Et j'ai lancé Canitro & Co comme ça, en me disant, ma passion, ça reste ce que je fais, ça reste mon métier. J'ai un carnet d'adresses. Évidemment, ça va me changer du jour au lendemain de me retrouver tout seul devant un téléphone et un ordinateur dans mon bureau, alors qu'avant, j'avais une équipe que je dirigeais. Mais bon, voilà. Après, il faut trouver la force en soi et la motivation
pour se dire, eh ben, j'y vais, Je me lance. je sais le faire, je peux le faire. La différence qui est appréciable, c'est qu'on ne m'impose plus des artistes, mais je choisis les artistes avec lesquels je travaille. Tu retrouves une forme de liberté aussi. Voilà. Après, l'inconvénient aussi, c'est que on n'a plus les mêmes moyens. Il n'y a pas le salaire qui tombe. Voilà, on n'a plus les mêmes moyens parce que quand on est dans une société, dans une major, les budgets marketing, on a la main sur le levier. Quand on est indépendant, c'est pas tout à fait pareil. Et qu'est-ce que tu fais qu'une major ou qu'un label ne fait pas ? Bon, a priori, je fais ce que doit faire une major en termes de promotion. Moi, je parle de la promotion, je ne parle pas du marketing ou de la distribution ou de l'artistique. Donc moi, je reste cantonné dans ce que je sais faire. Je n'ai pas envie de me disperser. Donc je reste dans le cadre de la promotion. Donc ce que je fais au niveau de la promotion, c'est ce qu'une major ou un label, parce qu'il n'y a pas que des majors, mais il y a aussi des labels indépendants. Heureusement, il y en a encore quelques-uns. Donc je fais ce qu'il doit faire, c'est-à-dire accompagner les artistes, les promotionner, les pousser pour qu'ils soient diffusés en radio. Ceci dit, je le fais, alors je ne dis pas que je le fais mieux, mais je le fais d'une façon différente parce que avec les liens que j'ai tissés depuis des années, des liens que j'ai construits, voilà, j'ai une relation un petit peu privilégiée avec pas mal de gens de radio dans ce métier. Et j'ai une façon très personnelle de travailler que n'ont peut-être pas forcément certains dans les maisons de disques, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'il y a un turnover qui fait que certains qui sont en place n'ont pas forcément le même background que moi. Ils n'ont pas la même approche non plus. Voilà, ils n'ont pas la même approche. Alors ils ont peut-être une approche beaucoup plus personnelle. Alors ils ont peut-être une approche un peu plus, on va dire, industrielle. Ouais, voilà. Ouais. Alors que moi j'ai une approche un petit peu plus artistique. À taille humaine. Ouais, un peu. Voilà, je suis un artisan. Alors je travaille pas sur 50 projets, mais je travaille sur peu de projets, mais je veux bien les travailler. Voilà, je suis un petit peu un électron libre. Et donc moi, ma façon de travailler, c'est aussi de continuer à privilégier cette proximité avec les gens des médias et aussi d'avoir une attention et une relation plus rapprochée avec les artistes que je défends. Justement, les artistes que tu as aujourd'hui, c'est J.J. Wild, Emma Domas, Divaphone. Bravo. Bah oui, non, mais on a beaucoup Jason bossé Mraz, quand même. Tu as travaillé avec Jason Mraz. Jason Mraz, Ouais. Kylie Minogue, voilà. Kylie Minogue. Voilà. Quand tu les... tu as un peu un rôle d'agent d'une certaine manière. Ouais, quand tu les accompagnes, est-ce que tu as un rôle un peu plus... Enfin, tu es vraiment plus attaché de presse ou tu as un rôle un peu plus de les accompagner dans leur carrière, dans leur développement de carrière, dans des conseils, dans des... On peut dire que mon rôle premier, ça reste de toute façon d'être attaché de presse. Attaché de presse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, encore une fois, tu disais défendre, mais peut-être qu'on peut dire plus représenter les artistes. Ouais. Voilà. Donc, c'est de les représenter et de gérer au mieux leurs intérêts, de faire en sorte que leur nouveau projet, leur nouveau single, leur nouvel album, leur EP soit médiatisé, diffusé en radio. Ça, c'est une chose. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le radio plugging. Voilà. To plug the record on the radio. Et... Pardon. Non, voilà. Et donc, c'est ma vocation première. Mais j'élargis un petit peu parce qu'il y a aussi la construction de planning promo avec des artistes, faire des interviews, les accompagner pour la sortie de leur album et aussi mettre en place un planning de déplacement en province. Alors, soit pour juste déjeuner avec des gens de radio à Paris et en province, soit faire des interviews ou venir pour du live en studio, en acoustique, ou être présent sur des plateaux radio. Voilà. D'accord. Okay. Tout ce qui est la partie un peu live, ça ressemble quand même pas mal à un rôle d'agent qui vient te placer. Oui. Là, c'est plus un rôle d'agent parce qu'effectivement... ça fait un peu booker. Ça fait un peu booker, mais tu dois aussi veiller au bon déroulement de toute l'opération de A jusqu'à Z. Absolument. Parce que si tu amènes un artiste sur un plateau radio et qu'il y a un couac, c'est toi qui es responsable. Même si peut-être les problèmes techniques ne sont pas de ton fait.
Et là, on va se focaliser un petit peu plus sur la radio, justement. Est-ce que d'après toi, la radio, bon, alors toi, tu as commencé, tu as fondé ton agence en 98, l'industrie musicale a été métamorphosée depuis cette époque. Est-ce que tu considères aujourd'hui que la radio est toujours indispensable pour le développement d'un artiste ? Oui, absolument. Absolument. Elle est indispensable, même si malheureusement, à mon grand regret, la radio souffre en ce moment, de par la concurrence des sites de stream. Voilà, beaucoup de gens écoutent la musique différemment qu'avant. Avant, il n'y avait que la radio qui était en quasi-monopole. Maintenant, ces radios-là ont de la concurrence. C'est dommage. Mais il y a des contre-exemples quand même d'artistes qui ont réussi sans la radio. Oui. T'en as beaucoup, Ed Sheeran, Orelsan. C'est des artistes qui se sont fait connaître d'abord sur Internet et qui ensuite ont eu leur communauté. Et une fois qu'ils étaient un peu connus, ils ont pu être diffusés en radio. Mais ils n'ont pas commencé à être diffusés en radio. Ed Sheeran, c'est sur une émission de télé-réalité que ça a commencé, il me semble. Je crois que c'était en ligne, mais peut-être que je me trompe. C'était un radio-crochet, comme on dit, ou un télécrochet. Mais c'était aussi YouTube. Ouais, je crois qu'il y a eu ça. Il y avait un gros buzz sur les réseaux quand même. Alors, effectivement, la radio, avant d'être ce qu'il est devenu. Alors, les artistes qui émergent indépendamment de la radio, c'est essentiellement, je pense, des artistes urbains. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer à la radio pour atteindre des scores. Non, Grégoire, oui. Grégoire, ça a été un site participatif, My Major Company. Exactement. Voilà. Mais pour la plupart d'entre eux, en ce moment, le développement de ces artistes-là se fait en dehors de la radio. Parce que ils ont la possibilité de fédérer tout de suite une communauté de fans et ils sont très présents sur les réseaux sociaux et sur TikTok, etc. Donc du coup, certains se passent des radios ou alors les radios rejoignent le succès après. Voilà, mais c'est vrai que je pense, moi, que la radio reste quand même le média de référence pour le développement des artistes. Et si tu prends le cas d'un artiste indépendant qui n'est pas représenté par un label, tu dirais que c'est quoi les prérequis ? Comment il fait pour atterrir à la radio, en fait ? Comment il doit s'organiser ? De qui il doit s'entourer ? Ou est-ce qu'il doit s'entourer de personnes en particulier pour y arriver ? Est-ce qu'il peut y arriver seul ? Il faut qu'il appelle Jean-Michel, déjà. Bien sûr, mais en dehors de Jean-Michel... Il n'y a pas que moi. Il y a aussi mes camarades... concurrents et amis. Mais en fait, oui, il ne peut pas y arriver seul. Ça, c'est une évidence. Pour quelle raison ? Parce que la clé du succès, comme on dit, c'est de savoir s'entourer. Donc tu dois avoir une ou deux personnes qui t'accompagnent. Si tu es un artiste, regarde par exemple si tu veux faire de la scène, parce que ça c'est aussi un vecteur important pour développer les artistes. Si tu veux faire des concerts, alors soit tu le fais toi-même et tu prends ton téléphone et tu te bookes toi-même sur des scènes, mais tu peux pas tout faire tout seul. Donc un artiste qui veut se développer dans une direction quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la scène ou aller en direction des radios, doit avoir soit un manager ou un attaché de presse. Sinon, c'est quasiment mission impossible. Il y a quelque chose que tu disais dans une interview où tu expliquais que l'attaché de presse, il n'est pas magicien par rapport à l'artiste. Et nous, dans notre podcast, on a un peu les agents qui disent la même chose. C'est-à-dire si l'artiste n'arrive pas avec déjà des choses prêtes, une proposition forte, une signature... il est déjà un peu avancé dans sa carrière, l'agent ne va pas créer pour lui en fait. Il faut que l'agent se serve déjà de ce qui existe pour pouvoir l'amener plus loin. Et l'attaché de presse, c'est un peu la même chose. Oui, c'est vrai. L'attaché de presse, dans notre métier, on dit qu'on a une obligation de moyens, mais on n'a pas d'obligation de résultat. Voilà. Donc on doit tout faire, si on accepte de travailler sur un artiste, on doit tout faire pour que l'artiste puisse émerger, mais on n'est pas maître du résultat. Une chanson pour lui, tu vas pas écrire et on peut pas, chanter à sa place. On décide pas de ce qui passe à la radio. Ouais. Tu vois. Mais alors justement, ce qui passe à la radio, aujourd'hui quand tu défends un titre, comment tu choisis le titre que tu défends déjà ? Et est-ce que c'est quelque chose de très instinctif ou est-ce que c'est quelque chose de très analytique ?
Est-ce que tu as une méthodologie que tu répliques Alors, quand je décide de défendre un artiste, alors tu vois, c'est marrant que tu me parles tout à l'heure d'artistes qui n'ont pas de label, qui débutent. Il m'est arrivé de temps en temps de travailler sur des artistes qui n'avaient rien, mais j'y étais au coup de cœur. Voilà. D'accord. Et voilà, à l'instinct. Mais cette approche subjective des choses me guide dans mes choix pratiquement quotidiens, c'est-à-dire que ce soit des artistes en développement ou des artistes installés. Si je décide d'y aller, c'est parce que je ressens quelque chose par rapport au projet, par rapport à l'artiste aussi, et que j'ai une intuition comme quoi le projet a des chances minimales de fonctionner. Si je le ressens pas, j'y vais pas. C'est une question de feeling. Hein. Ça, c'est complètement, encore une fois, c'est complètement subjectif. Et tu peux donner un exemple d'une personne que tu as accompagnée et qui avait rien justement et tu as vraiment été à l'instinct? Oui. L'exemple, pour ceux qui sont au Paris Radio Show, vous pourrez les voir ce soir, puisqu'ils seront en showcase, c'est Divaphone. Ah, ils sont... Ah ouais, bah oui. Voilà. Divaphone, moi j'ai travaillé avec eux, ça fait maintenant pratiquement 10 ans que je travaille avec eux, donc on a une longue histoire ensemble, des beaux succès. Au départ, c'est le manager du groupe qui m'appelle et qui me dit je voudrais que tu travailles avec moi sur Divaphone, et ils n'avaient pas de label, ils avaient juste un manager, mais par contre ils avaient aussi le soutien, et ça c'est important. C'était un petit peu une chance pour eux. Ils avaient le soutien de leur éditeur, c'est-à-dire Sony Music Publishing. Oui, c'est voilà. pas un petit... C'est quand même... Voilà. C'est pas un petit soutien. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils ont eu aussi un coup de cœur sur ce groupe-là. Et ça a permis à Divaphone d'avoir des moyens pour moi, pour me payer, pour développer leur projet. Et ensuite, avec le succès, c'est là où on a réussi à raccrocher les wagons avec un label, en l'occurrence Play2. Ah, de chez TF1. on a reçu, voilà. On a reçu un agent de Play2 Ouais. il n'y a pas longtemps. Voilà. Quentin. Et donc, c'est grâce à eux aussi que Divaphone a ce statut. Et ils sont toujours chez Play2 d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est des coups de cœur. Bon, j'ai eu aussi... un autre coup de cœur, récemment, c'est Emma Demas. Voilà, parce qu'elle, c'est pas une artiste, une nouvelle artiste. C'est une artiste qui est en pleine renaissance. Voilà. Et je l'accompagne depuis pratiquement 18 ans. Et là, en 2024, elle a célébré ses 20 ans de carrière. Et pour l'occasion, on a ressorti son titre iconique, Tu seras. Ouais. Et ça a été un des plus gros succès de l'année 2024 en radio. Et je pense que là, je l'espère en tout cas pour elle, elle est sur une bonne rampe de lancement pour 2025. Est-ce que tu sens quand tu proposes un artiste à un programmateur radio que la taille de sa communauté sur les réseaux sociaux, ça a un impact ou ça influe? Quelque chose qui ne rentrait pas en compte il y a 20 ou 30 ans. Oui, ça influe. Après... c'est vrai que les gens de radio regardent le nombre de followers, regardent les posts, les parutions des artistes. Après, j'ai quand même le sentiment que les radios, sans vouloir leur donner de leçons, il ne faut pas qu'elles oublient quand même qu'elles sont là aussi pour mettre en avant en priorité une chanson, une belle chanson, des artistes. Et peut-être que certains d'entre eux ne sont pas encore au top au niveau des réseaux sociaux. Mais ils ont des bons titres. Donc voilà, pour moi, je pense que ça serait peut-être une erreur que la radio soit un miroir à 100% de ce qu'est TikTok, par exemple. Okay. La radio, c'est la radio. Mais tu as des radios qui choisissent, par exemple, de prendre le parti pris de diffuser que des hits. Oui. Hit Music Only, pour ne pas la citer. C'est leur choix, je respecte, et je trouve que ce qu'ils font est très bien. Mais du coup, ils passent que les numéros 1... ou le top 5 de tout. C'est un cercle fermé, on dirait. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas un entre-soi, parce qu'ils ont des millions d'auditeurs. Mais... Non, je parle dans les choix musicaux. Ah, dans les choix musicaux, ouais. Après, voilà, ça crée... c'est leur choix éditorial, je le respecte. Mais ça rend aussi peut-être les choses un petit peu plus difficiles pour nous. Heureusement, nous avons la chance aussi de pouvoir développer nos artistes avec d'autres radios
et en particulier les indés radios, voilà, qui sont des radios de terrain. Pour moi, c'est des radios avec lesquelles je travaille d'une façon vraiment privilégiée. Laurent, tu veux nous faire un petit interlude Ouais, voilà, parce que j'ai vu que ça s'était pas mal rempli, donc merci de nous rejoindre. Merci. Je vous dis que on est en direct de la Bellevilloise au Paris Radio Show. Pascal et moi-même sommes le podcast Agent Double, donc je vous incite très gentiment à aller nous suivre sur les réseaux. Sans, ok. Et notre invité, c'est Jean-Michel Canitro, donc attaché de presse depuis bien longtemps. Pas trop. Pas trop longtemps, qui connaît très bien l'univers de la musique, et donc on est en train d'en discuter tous les trois. Alors on a une question au sujet des défis pour développer, parce que tu travailles à la fois avec des jeunes artistes et des artistes internationaux que tu représentes en France. Les défis sont très différents pour les uns et les autres par rapport à toi, dans ta façon de les développer. Oui, les défis sont différents. Bon, pour les artistes en développement et comme pour les artistes internationaux, on a quand même une pression et un objectif, un souhait de réussir ces projets-là. Pour des artistes en développement, c'est quasi capital parce que c'est leur carrière qui est en jeu, quoi. Pour les artistes qui sont déjà installés, c'est tout aussi important, mais bon, si le projet marchote, comme on dit, c'est moins préjudiciable. Voilà. Mais bon, à chaque fois qu'on me confie un projet, je me sens investi d'une responsabilité. C'est pour ça que je ne peux pas me tromper, quoi. Et pour une question un peu plus personnelle, mais ton regard sur l'évolution de l'industrie de la musique entre 30 ans et aujourd'hui, sur vraiment l'évolution, toi qui étais au cœur de tout ça, c'est quoi ton regard sur l'évolution ? Et c'est quoi les défis ? Quand tu parles de l'industrie de la musique, tu parles de l'industrie du disque, c'est ça ? Ouais, du disque, et puis oui, du disque. Et de l'industrie en général, quand on est passé au streaming. La manière dont on consomme la musique aujourd'hui, comment elle est diffusée ou pas ? Moi, je vois effectivement cette évolution de l'industrie. Alors, je regrette certaines orientations qui ont été prises, mais peut-être qu'elles ont été prises un peu soit parce que il y avait à un certain moment des gens qui ont fait les mauvais choix. De quoi tu penses à quoi ? Certains n'ont peut-être pas bien appréhendé justement le streaming. Tu vois, ils ont été un petit peu longs à réagir en France. Ils auraient dû s'en inquiéter un petit peu plus et voilà, travailler un petit peu plus. Je désolé d'insister, mais tu penses à qui ? Je vois pas qui a pas pris le train du streaming assez tôt pour toi ? En général, les majors, parce que bon, si tu veux, elles se sont mises vent debout devant Napster. Ouais. Tu vois, devant le MP3. Alors que effectivement, il fallait trouver des moyens de contrer, mais peut-être qu'en même temps, il fallait aussi construire des passerelles avec ces sites et avec le stream. Voilà, on pouvait pas gagner ce combat en les attaquant de front, quoi. D'accord. Tu dis que... alors, on entend beaucoup de choses, l'IA, etc. Je ne sais pas à quel point l'IA est rentrée dans les radios aujourd'hui, mais on se demandait si l'IA a changé la façon dont un programmateur radio travaille. Ou c'est pas arrivé à ce stade encore ? Non, c'est pas arrivé à ce stade. Pour l'instant, s'il y a l'IA dans les radios, c'est pas au niveau de la programmation, heureusement. C'est peut-être là où il y a du souci à se faire, c'est sur l'animation, les intervenants dans les radios, qui peuvent être remplacés par des gens qui sont virtuels. Mais c'est déjà le cas, je crois. Peut-être pas sur des radios généralistes connues, mais je veux dire sur la bande FM. Mais sur Internet, on trouve des radios où il n'y a pas d'animateur. Oui, c'est vrai. Ça a été le cas aussi, je crois qu'il y a eu un cas récent en Pologne, où une radio à Varsovie qui a fait ça, et en fait, ça a été un échec total. C'est vrai ? Oui. Donc je sais pas, je pense que... On est irremplaçable. Je l'espère. Je pense que les gens sont d'accord, on est irremplaçable. Ouais. Tout le monde approuve. Bravo, merci, on est d'accord. Il faut garder le human touch. Mais bien sûr. Exactement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, comment tu penses qu'un artiste peut vivre de sa musique aujourd'hui, avec tous les défis ? C'est difficile. Moi, la recommandation que je fais pour un artiste qui veut se lancer, encore une fois, c'est de bien s'entourer, de travailler sa musique,
mais de ne pas tout laisser tomber pour faire de la musique. Il faut avoir toujours un truc à côté qui te permet de vivre. Et en espérant que la musique prenne, voilà. que la carrière s'envole, quoi. Moi j'en connais qui du jour au lendemain on dit j'arrête tout, je veux faire que de la musique. C'est assez couillu comme challenge. Voilà. Difficile. Tu disais aussi que se lancer dans ce métier aujourd'hui, dans ce business, c'est plus compliqué qu'il y a 25 ans. Oui. Pourquoi ? Parce que la concurrence est plus grande. La concurrence est plus grande et les canaux de diffusion sont plus réduits. Que, voilà. C'est paradoxal quand même. Ah oui, c'est paradoxal parce qu'effectivement, je te parle des radios. Ouais. Voilà, les radios, ça se réduit malheureusement parce que c'est peut-être aussi le formatage de certaines radios qui fait que c'est plus compliqué. Avant, tu pouvais passer sur un ensemble de radios qui passaient pratiquement de tout. Maintenant, si tu fais du rock, tu sais très bien qu'il y a des radios sur lesquelles tu ne passeras pas. Si tu fais du rap, il y a d'autres radios où tu ne passeras pas. Ou si tu fais de l'électro, voilà, c'est pareil. Donc, je pense que c'est plus compliqué. C'est peut-être ça aussi qui fait que, justement, certains artistes privilégient autre chose que la radio. Ouais, en fait, c'était une de nos questions aussi. On se disait, si aujourd'hui, tu devais faire un choix, parce que tu ne peux pas tout faire, surtout si en plus tu travailles à côté pour pouvoir faire fonctionner ta musique. Si tu devais faire un choix, est-ce que tu devrais miser sur un passage en radio, sachant que les catalogues sont très réduits, les playlists sont très réduites, ou développer au contraire ta communauté, ta scène, live tes concerts, aussi, le ouais, live, exactement. Si tu devais conseiller quelqu'un aujourd'hui, tu lui donnerais quel conseil ? Un artiste. Alors tout dépend de ce qu'il fait artistiquement. Si c'est de la chanson pop ou j'aime pas trop l'expression, mais si c'est de la variété, je pense que le passage en radio est quand même impératif. Maintenant, si tu es dans un truc un peu plus urbain, peut-être, comme tu le disais. Ouais, spécialisé ou pointu ou de niche, là effectivement, les réseaux sociaux, c'est super important. Et le live, comme tu disais, la scène. Quoi. Parce que forcément, si tu as un succès à la fois sur la scène, sur des concerts, ou si tu arrives à avoir une super communauté de fans, à un moment, tu pourras être éligible. Tu pourras avoir une prétention de passer en radio. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure, le programmateur va regarder la communauté et il va se dire, là, il y a du potentiel. Ça fonctionne bien, ça prend bien. On l'a vu sur des Orelsan dont tu parlais tout à l'heure. Complètement. À la base, Orelsan, il a Vianney aussi, je crois, qui avait commencé comme ça. Ils n'avaient pas vocation à passer en radio. Ouais. Voilà. Alors, en parlant de live, on va parler de ton fils, Michael Canitro. Avec plaisir. Le papa qui sourit. Direct. Donc DJ et producteur de musique électronique. Il a été, évidemment, il faisait partie du line-up. Il a été l'un des artistes sélectionnés pour la réouverture de Notre-Dame. Oui, tout à fait. Moi, à titre personnel, un petit commentaire. Moi, j'ai particulièrement adoré ces 10 minutes qu'il a fait parce que moi aussi. J'en ai aucun doute. Est-ce que tu étais sur place ? Non. Ok. J'ai failli être sur place, mais les conditions météo ont fait que j'ai pas pu y aller. Parce que ce qui est passé, donc c'est pour récapituler pour les gens qui nous écoutent, donc c'était la réouverture de Notre-Dame de Paris, la grande cérémonie qui a eu lieu au mois de décembre, exact. Avec plein d'artistes et toutes les têtes couronnées et les présidents du monde entier qui étaient à Notre-Dame. Donc ça, c'était le samedi soir. Le show avec les artistes et avec Michael Canitro a été diffusé le samedi soir, mais il a été enregistré la veille, le vendredi, avec les conditions météo qui étaient nettement plus favorables. Meilleur, voilà. Ce qui fait que nous, on devait être là le lendemain, en vrai, le samedi. Il y avait une tente qui était prête à être dressée devant Notre-Dame et à cause de la météo, ils ont pas construit la tente. Ou je crois qu'ils l'ont plutôt même démoli, et tout le monde s'est rabattu à l'intérieur de Notre-Dame. D'accord. Okay. Moi, j'ai particulièrement adoré cette partie pour une raison, c'est que, alors déjà, c'est la thématique un petit peu de ce qu'il fait, c'est-à-dire il prend des monuments historiques, c'est pas la première fois qu'il fait ça devant une cathédrale, et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il arrive à mélanger donc, le côté très pierre, ancré, humain, avec quelque chose de la musique électronique, de l'art digital. Et en fait, la façon dont il fait, qui est assez poétique, moi je trouve,
moi, ça m'a donné l'impression d'accord, on va vers un monde très digitalisé, mais ça va bien se passer en fait. Il y a un côté très ancré parce qu'il le fait devant des monuments. Ça, j'ai adoré. Moi, c'était mon ressenti que j'avais. Et la question qu'on se posait, Rand et moi, c'est que tu es son papa. Quand tu regardes ça, est-ce que tu le regardes avec évidemment beaucoup de fierté, et ça, on comprend très bien. Mais est-ce qu'il y a un brin de toi, il y a une partie de toi où tu te dis, ah, maintenant c'est lui et c'est plus moi? Pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout. Il y a Donc pas c'est un beau passage de flambeau. Il n'y a pas une once de rivalité. Je suis très fier de lui. Je pense que il est devenu ce qu'il est devenu aussi grâce à nous. Et quand je dis nous, c'est l'apport, l'équilibre qu'on lui a donné sa maman et moi. C'est aussi... il s'est fait lui-même. Il a baigné effectivement dans cet univers musical. Il m'a vu grandir, évoluer dans ce métier. Il m'a accompagné dans des radios et il a écouté de la musique à la maison. Il m'a piqué mes disques pour faire ses premiers mix, pour faire ses premières soirées. Voilà, donc comme on dit, les chats ne font pas des chiens. Mais en tout cas, je suis très très heureux de ce qu'il fait. Et voilà, son projet est juste magnifique, hein. C'est le Monumental Tour et comme tu disais, voilà, c'est un projet qui est poétique, qui rassemble les gens autour d'une thématique. Et, qui rassemble les mondes aussi, je trouve. Voilà, exactement, on en a besoin en ce moment. Complètement. Et puis voilà, sa mission, elle est géniale parce que il met en valeur les monuments historiques de notre patrimoine en France et il commence aussi à l'international maintenant. Et puis tout ça sur un fond de musique électro. Et quelque part, c'est une façon de démocratiser les monuments parce qu'on a l'impression que ça s'adresse à une élite. Mais en fait, ça doit toucher à la fois un public large et puis en particulier un public jeune qui se retrouve devant ces monuments et qui écoute Michael Canitrot qui font « Waouh, c'est juste génial ». Il ne reste pas beaucoup de temps. Désolé. On se demandait qu'est-ce qui tourne dans ta playlist en ce moment? Qu'est-ce qui tourne dans ma playlist? En ce moment, j'ai un groupe américain que j'adore, c'est les Black Keys. Oh, j'adore. Voilà, il y a des fans. Après, des projets dont je m'occupe en particulier, comme Gigi Wild, comme un groupe qui s'appelle Royal Republic, dont je m'occupe aussi. Donc j'écoute beaucoup de choses. J'écoute toujours beaucoup de rock, un peu de soul, de la pop. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mes playlists. Et donc, j'écoute aussi pas mal de classique rock. Ok. Magnifique. Est-ce qu'on finit avec une dernière question ou on finit avec une conclusion? Allez, vas-y, Dernière question. Tu remarques en ce moment, il y a une espèce de mode des biopics. On a eu Rocketman, Bohemian Rhapsody, Un parfait inconnu, A Better Man en ce moment au cinéma. Qu'est-ce qui fascine? Pourquoi tu penses qu'on a repris toutes ces personnes, on fait des biopics, etc. Pourquoi cette mode en fait? Comment tu l'expliques? Je ne sais pas si c'est une mode. Je pense que c'est aussi parce qu'on ressent ce besoin d'en savoir plus sur des artistes qu'on a aimés. Il y a eu aussi le film sur Elvis, tu vois. Aretha aussi. Elvis, voilà, Aretha, Amy. Voilà, et on parle aussi Maria qui va sortir sur la d'un biopic en 4 parties sur les Beatles. Exactement. Les Beatles, c'est juste le plus grand groupe du monde. Les photos sur le neveu de Michael aussi, qui ont fuité. Oui, qui sont assez troublantes d'ailleurs. Exactement. Non, je pense que c'est parce que les gens, alors on joue sur la nostalgie, ils ont peut-être envie effectivement de se replonger dans ces années-là, parce qu'avant les biopics, ça ne date pas d'il y a 4-5 ans. Il y a aussi des films comme celui sur les Doors, tu vois. Absolument. Donc les gens ont eu envie de se replonger dans l'histoire de ces groupes de légendes. Et voilà, ça joue à la fois sur la nostalgie et sur ce souhait de retrouver des valeurs qui sont peut-être plus forcément celles qu'on a aujourd'hui. Mais bon, je trouve ça très très bien, moi les biopics, à partir du moment où c'est bien fait. Je suis d'accord. Écoute, c'était une belle conclusion. Merci beaucoup à toi, Jean-Michel Canitrot, d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour votre accueil, c'était un grand plaisir d'être là. C'était passionnant. Merci au Paris Radio Show de nous avoir accueillis. Merci à Philippe Chapeau, merci à Nicolas Moulard pour écouter. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Agent Double, le podcast. On est dispo partout, Deezer, Spotify, YouTube, Instagram. Bon, je vais m'abonner alors. Évidemment. Et nous, on se retrouve très bientôt, dans une semaine. Pour un nouvel épisode, exactement, pour un nouvel épisode d'Agent Double. Génial. Merci bientôt, beaucoup. Merci à tous. Bientôt. À bientôt.